D'accueillir l'équipe d'Avo, Isabelle Zoa et Shana Satsel, qui vont vous présenter donc l'association. À l'ordre du jour, présentation des intervenants, présentation des bénévoles. Elles vont se présenter, elles vont présenter leur action et l'association. Et ensuite, deuxième partie, ce sera les échanges. Vous avez travaillé, vous avez posé des questions par écrit. Donc on prendra le temps de les lire et puis Isabelle et Shana répondront à vos questions. D'accord? Voilà. Donc merci à toutes les deux. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci à vous également. Donc bonjour à tous une fois de plus et merci de nous accueillir dans votre établissement. Moi c'est Isabelle, je suis la présidente de l'association. Je vais vous présenter brièvement c'est quoi AVO. AVO, c'est Association Village de la Veuve et de l'Orphelin, qui a été créée en 2009 et avait pour objectif de venir en aide aux veuves et aux orphelins de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi? Parce que c'est un pays, on ne peut pas dire pauvre, en voie de développement et les enfants n'ont pas cette chance que vous les enfants ici avez d'aller à l'école et d'être aussi soutenu par l'État pour pouvoir poursuivre vos études. Et parallèlement, 2 ans après la création de l'association, en 2011, on a créé un orphelinat. Pourquoi on a créé un orphelinat? Parce qu'on s'est dit, au début, les premières années, on se rendait sur place, on visitait les orphelins dans des familles, on apportait ce qu'il fallait, de la nourriture, un peu d'argent pour la scolarité. Mais au bout de 2 ans, on a constaté que l'évolution scolaire des enfants ne s'améliorait pas. Bon, les familles d'accueil recevaient ce qu'on leur donnait, mais les enfants étaient toujours au même niveau statu quo par rapport à l'école. Donc on a décidé d'aménager une maison pour y accueillir des orphelins en détresse. Je m'explique. Les orphelins en détresse, c'est ceux qui sont vraiment qui ont perdu soit 1 ou 2 parents et qui n'ont pas les moyens de subsistance. Donc l'orphelinat existe depuis 2011. Nous avons vu passer beaucoup d'enfants, une vingtaine, et actuellement nous avons 13 enfants, donc 8 qui sont au collège et 5 que nous avons placés dans des familles parce qu'ils sont déjà dans des lycées et parmi lesquels on a une qui est en terminale déjà. Donc voilà, depuis 7 ans, nous travaillons avec le lycée, des élèves du lycée de Meaux, Sabine et Anissa. Et avec les fonds du relooking, nous avons pu quand même faire des choses. Donc la première fois que nous avons reçu l'argent de la part des élèves du lycée Baudelaire de Meaux, nous avons fait des latrines. Vous savez ce que c'est que des latrines? Non, je suis pas sûre. Ok, ce sont des toilettes à l'extérieur. Ce n'est pas dans la maison. Parce qu'avant, les enfants n'avaient pas un endroit où aller se laver et puis se mettre à l'aise. Donc on a fait quelque chose de plus décent où ils pouvaient aller se laver et puis se mettre à l'aise. C'est ce qu'on a fait la première fois. Et la deuxième fois, avec le concours des élèves du lycée de Meaux, on a mis en place un poulailler. Ça, c'était une très bonne chose parce qu'il fallait acheter la viande et ça coûte cher par rapport au niveau de vie là-bas. Avec le poulailler, ils arrivaient à faire à élever 200 poulets tous les 3 mois. Une partie était destinée à la consommation et l'autre partie était destinée à la vente pour subvenir aux besoins quotidiens. Et la troisième fois que nous avons eu aussi à utiliser cet argent, c'est contribuer pour l'achat d'une moto. Parce que le village se trouve à 8 km de la ville, il n'y a pas toujours de véhicules et on se déplace par moto. On les appelle les motos-taxis. Vous avez une moto qui peut remorquer 2-3 personnes. Donc on a acheté cette moto pour les enfants et actuellement ils peuvent se déplacer facilement, soit pour aller à l'école, soit pour aller au marché. En sachant que ceux qui sont au collège, le collège est à 5 km et
faire 5 km aller à pied, 5 km retour à pied, c'était quand même long. Quand ils rentraient, ils étaient fatigués, ils ne pouvaient pas étudier. Et avec la moto, ça a facilité beaucoup de choses. Donc actuellement, ces enfants, ils sont grands. Quand nous les avons pris, ils avaient 3, 4, 5, 6 ans, 10 maximum. Aujourd'hui, ce sont des jeunes ados qui ont 16 ans, 17 ans, 15 ans. Ils ne sont plus à l'école primaire, ils sont dans des collèges et dans des lycées. Bon, quand ils étaient jeunes, on essaie de les encadrer comme on encadre des jeunes. Maintenant que ce sont des pré-ados, eux-mêmes veulent contribuer à leur encadrement. C'est-à-dire qu'ils nous proposent des choses qu'eux, ils aimeraient avoir à l'orphelinat, comment ils aimeraient vivre. Je prends un exemple simple. Avant, parce qu'ils sont encadrés par des nourrices, un éducateur et un gardien. Donc les nourrices faisaient le petit déjeuner le matin qui consistait au reste de la nourriture de la veille. Est-ce que vous connaissez ça, vous? Le petit déjeuner, c'est les restes de la nourriture de la veille. Hein? Vous ne connaissez pas ça? Non. Voilà. Et ils prenaient les restes de la veille et puis de temps en temps, on leur faisait des beignets et un peu de bouillie. Mais là, ils ont demandé à avoir un peu d'argent de poche tous les matins pour qu'ils puissent eux-mêmes s'acheter ce qu'ils veulent le matin à l'école. En sachant que là-bas, l'école commence à 7h30 et ça se termine à 15h30. C'est en journée continue. Et comme ils sont à 3-4 km de l'orphelinat, ils ne peuvent pas rentrer. Ils partent le matin à 7h ou à 6h30. Ils reviennent à 16h sans avoir mangé de la journée. Donc, avec ce petit argent de poche qu'ils ont réclamé, ils peuvent faire une coupure vers midi ou 11h, s'acheter un petit truc à l'école. Voilà ce que je vous dis grosso modo. Et nos objectifs pour ces enfants, c'est quoi? C'était vraiment la scolarité. On voulait les scolariser. Parce que sans éducation, on ne peut pas avancer dans l'avenir. On s'est dit, même si ces enfants n'avaient qu'un niveau moyen, même s'ils devaient faire comment dirais-je, travailler, comment ça s'appelle ça, s'ils ne trouvaient pas du travail à l'extérieur, ils pouvaient, avec ce qu'ils ont, créer eux-mêmes des petites activités. Et pour cela, savoir lire et compter, et surtout calculer. C'est pour cela qu'on a mis l'éducation comme le centre de l'éducation de ces enfants. Et nous sommes satisfaits aujourd'hui parce que la plupart, quand ils sont arrivés, ils ne savaient pas s'exprimer en français. Et comme je vous ai dit tantôt, tous sont en 6e au moins. Ils ont eu leur CEPE, vous savez ce que c'est? Après l'école primaire, on fait un petit examen qui est sanctionné par un diplôme, le certificat d'études primaires élémentaires. Et après ça, nous avons eu un enfant déjà qui a eu son CAP électricien, alors que quand il était arrivé, il ne savait ni écrire. Nous avons une, pareil aussi, qui est en train de préparer son CAP couture et cuisine. C'est l'aînée d'ailleurs de toutes, elle a 19 ans aujourd'hui. Et on a une qui est en terminale scientifique. On a quand même 2 ou 3 qui sont assez intelligents et qu'on regarde. Et les autres essaient de suivre. Donc ce ne sont pas des enfants qui sont appelés à faire pour la plupart des grandes études parce qu'ils ont besoin du nécessaire pour vivre l'instant présent. Quand je vous dis que celle qui est en 2e année, CAP, elle a 19 ans. Vous vous dites quand même qu'elle ne pourra pas aller à l'université. Alors, avec son CAP couture ou son CAP cuisine, elle va essayer de faire des petits boulots et vivre avec. C'est l'essentiel. Parce qu'en Afrique, pour l'instant, en ce qui concerne les orphelins et les enfants en difficulté, c'est la survie. Et nous aimerions que ces enfants soient indépendants et autonomes financièrement. Parce que c'est très important. Si on n'est pas autonome financièrement en Afrique,
La plupart du temps, ils prennent des bateaux à leur risque et péril. Vous avez entendu parler des personnes qui ont pris des bateaux et qui se sont noyées. Parce qu'ils se disent, bon, chez nous, on n'a rien à perdre. Donc pourquoi est-ce qu'on ne tenterait pas l'aventure? C'est vrai qu'on ne va pas faire ça pour tous les enfants, mais le peu que nous avons déjà, nous en sommes fiers parce qu'ils sont en train d'avancer. C'est pour cela que nous vous remercions encore une fois de plus pour les efforts que vous faites chaque année pour pouvoir faire l'Eurolooking, parce que ça contribue aussi à l'avancement éducatif de ces enfants-là. Voilà, quels sont nos objectifs pour les années qui suivantes? Donc on fait les objectifs pour les 10 ans, bon, de 2020 à 2030, on s'est dit, comme les enfants ont grandi, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va les observer dans un premier temps. Après l'observation, on va les orienter. Orienter comment? Ceux qui sont capables d'aller à la fac, on verra bien. Mais ceux qui ne sont pas capables, on va leur faire des formations professionnelles. Cette année d'ailleurs, pendant les vacances, ils ont suivi une formation professionnelle pour la culture de l'artémisia. Je vous explique. L'artémisia, c'est cette plante qui soigne le paludisme en Afrique. Vous savez ce que c'est, le paludisme? Voilà, c'est une maladie qui est récurrente en Afrique, donc on n'a jamais trouvé de vaccin. Et les gens sont tout le temps malades, ils prennent des médicaments, il y a des résistances, mais c'est une maladie qu'on trouve en Afrique. Et il y a une plante, Artémisia. Ces enfants ont fait un stage de 3 semaines dans un établissement. Ils ont appris à cultiver, planter et puis soigner pour pouvoir, tous les jours, au lieu d'acheter, ils pourraient à ce moment-là eux-mêmes, avec leurs propres plantes, faire des thés pour pouvoir boire toutes les semaines afin d'éviter les maladies. Et je dis que c'est positif parce que malgré la pandémie, on croit que ça va continuer comme ça. Aucun enfant n'a été atteint. Aucun personnel n'a été atteint. Donc, c'est une bonne chose. Alors, pour les 10 années qui viennent, qu'est-ce que nous pensons? Comme on a dit, on va observer, on va les orienter, on va faire des formations et on va aider ceux qui sont déjà avancés à trouver du travail ou alors à comment on dit ça, à créer du travail eux-mêmes. À auto-entrepreneuriat, voilà. Pourquoi nous disons auto-entrepreneuriat? Parce qu'on a vu comment nos enfants se prennent déjà en charge. Qu'est-ce qu'ils font les petits? Parce qu'ils ne peuvent pas toujours attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Ceux qui ont 16 ans, qui ont 15 ans, qui ont 14 ans, ils font la petite chasse. La petite chasse consiste à poser des petits pièges dans les champs et ils peuvent attraper des renards, parce que les renards viennent toujours pour manger les poulets. Ils peuvent attraper des petits renards, ils peuvent attraper des lièvres et ça leur fait un peu de viande et ils peuvent vendre aussi. Parmi eux, il y en a qui aiment faire du jardinage. Donc ils cultivent des tomates, des poivrons, ils consomment une partie et puis ils peuvent vendre également. Donc nous sommes en train, il y a aussi des bricoleurs parmi eux qui fabriquent, j'ai vu un qui a fabriqué une petite voiture avec des brindilles de bois. Et une chose aussi que nous avons retenu, c'est qu'à un moment donné, leurs lits sont en planches. Et les planches des lits commençaient déjà à tomber. Ces enfants n'ont pas attendu que les adultes achètent des planches pour pouvoir ranger leur lit, mais ils sont allés dans la forêt, ils ont coupé du bois à leur niveau, ils ont bien arrangé et ils ont remplacé les planches par des morceaux de bois et ils ont posé les matelas dessus. Ça, c'était impressionnant venant des enfants. Parce qu'ils se sont dit, voilà, comme les planches tombent, la nuit tu es couché, tu te retrouves par terre. Et ils ont eu cette idée de le faire. Donc ce sont des enfants qui sont intelligents, bien que la nature n'ait pas été favorable avec eux. On s'est dit, on peut les aider dans ce sens. Donc voilà, grosso modo, ce que nous faisons avec les orphelins.
Et en ce qui nous concerne ici, à Paris, c'est ici qu'il y a lieu, que le siège se trouve. Donc il y a le président, moi, il y a un secrétaire qui n'a pas pu être là, et il y a la trésorière, et puis il y a aussi des bénévoles qui ne sont pas là ce matin. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à travailler pour Avon? On va juste corriger, parce que je pense qu'elle a déjà répondu sur les motivations. En revanche, on ne travaille pas, on œuvre, parce que nous sommes bénévoles en fait. Donc il n'y a pas de notion de rémunération, il n'y a pas de lien de subordination. On a certes chacun notre statut, notre fonction, mais il n'y a pas de rémunération en contrepartie. Tout ce qu'on fait, c'est par grand cœur, et notre rémunération, notre contrepartie, c'est de voir les enfants grandir, être heureux. Et il faut savoir, je vais juste dire une petite chose parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est que les enfants parlaient beaucoup de mort quand ils sont rentrés dans l'orphelinat. Ils avaient beaucoup d'histoires, ils se racontaient des histoires autour de la mort, autour de la maladie. Et maintenant, ce sont des enfants qui parlent de leur avenir, d'avoir un métier, de voyager. Et il faut vraiment se rendre compte que, au final, souvent on se dit c'est une petite échelle, c'est une petite structure, c'est peut-être pas grand-chose qu'on fait, mais si c'est grand-chose parce qu'on a vraiment sauvé des vies. Et peut-être celle de leur descendance derrière, parce qu'ils grandissent avec une vision du monde qui est vraiment très loin et beaucoup plus positive que celle dans laquelle ils sont arrivés dans ce monde. Donc voilà. Pourquoi le Cameroun? le Cameroun, parce que je suis d'origine camerounaise, je connaissais mieux le Cameroun, je connaissais les conditions des orphelins au Cameroun. Et je connaissais aussi la langue, je connais les habitudes et la mentalité. Donc c'était facile pour moi d'aller œuvrer sur place, parce que étant né là-bas, je sais comment ça se passe. Je n'aurais pas envoyé les nés ici, là-bas, parce qu'ils n'auront pas compris. C'est vrai, on vit autrement. On n'a pas les mêmes ambitions, comme on a dit, on n'a pas les mêmes moyens. Et comme j'étais originaire, je connaissais aussi les personnes qui pouvaient faciliter l'installation d'un orphelinat. Aller dans un pays qu'on ne connaît pas, il faut déjà étudier la langue, savoir qui on ira contacter. Donc pour moi, ça a été un facilitateur pour pouvoir implanter Avon au Cameroun. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu au lieu où vous étiez? Si oui, quelle est la réaction des personnes qui sont conscientes que vous les aidez? Savoir aussi que quand nous allons en Afrique, on ne s'occupe pas que des enfants de l'orphelinat. On organise aussi des repas pour tous les enfants du village. Par exemple, il y a 2 ans, en 2016, on a fait un Noël pour tous les enfants du village. On avait même eu des jouets des enfants du lycée de Meaux. On a fait partie 2 conteneurs et on a distribué 100 jouets aux enfants du village et on leur a offert un repas. Donc vraiment, dès qu'il y a un événement à Avon, ça concerne tout le village. Est-ce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans comme en France? Non, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge où on peut continuer. Pour les gens qui ont 25-30 ans à l'école, ça ne pose pas de problème. Puisque, mais il n'y a pas d'âge minimal. Là, il y a une obligation de scolarisation jusqu'à 16 ans. Non, il n'y en a pas. Tant qu'on peut aller à l'école, on s'inscrit. Il n'y a pas d'âge minimal. Parce que les enfants peuvent être amenés à aller travailler tôt pour aider les parents à subvenir aux besoins de la famille. C'est pas vraiment comme ici. Alors, si vous êtes satisfait, nous aussi. Merci à tous. Merci.